radiovostok.ch. Alexandre et Christelle viennent de me rejoindre dans le studio. Alexandre, comment ça va ? Mais ça va et toi Lola ? Mais tu sais quoi ? Je te laisse le micro, c'est toi qui prends les commandes du plateau. Eh bien c'est parti. Ce mois-ci j'ai le plaisir d'accueillir les éditions Zoé pour un nouvel entretien dans lequel nous reviendrons peut-être sur les derniers succès éditoriaux de la Maison Genevoise ainsi que sur ses prochains rendez-vous à ne pas manquer. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène découvrir l'univers d'une maison active dans les domaines de l'imaginaire et de la médiation culturelle. Littérature suisse et étrangère sont au programme aujourd'hui. Bonjour Christelle, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va bien, merci. Donc tu es en charge des relations presse aux éditions Zoé, ainsi que de la lecture des manuscrits avant parution. Et nous allons aujourd'hui revenir plus particulièrement sur les spécificités de ton métier et sur les efforts fournis par les éditions pour se rendre accessible au plus grand nombre. Mais tout d'abord, avant de parler des actualités de ta maison, je voulais revenir brièvement sur son histoire, afin que nous puissions nous rendre compte du chemin accompli par les éditions depuis 1976. C'est donc dans une ambiance post-68arde, un peu politique et éprise de liberté, que Marlise Pietri, fondatrice des éditions Zoé, acquérait une gigantesque machine d'impression offset avec son équipe pour lancer une entreprise de diffusion d'idées en s'installant dans un entrepôt rue des Morennes à Carouge. Ce lieu que ces 4 femmes avaient décidé d'appeler alors l'atelier du livre fut l'espace de quelques années avant le départ de 3 d'entre elles, géré de manière associative et horizontale dans l'objectif de publier des témoignages puisque la littérature était alors l'apanage d'autres maisons d'édition plus importantes. Suite à quoi, pendant près de 10 ans, Marlise Pietri s'est chargée d'imprimer, d'éditer et de diffuser à elle seule ses livres avant de tisser des liens avec de nouveaux partenaires. Un travail titanesque, autonome, toujours en coulisses, de sélection, de fabrication et de promotion, que je voulais ici relever tant il peut donner le vertige. Maison utopique, motivée par une grande passion pour la littérature, Zoé s'est depuis agrandie et est devenue au fil du temps une maison d'édition importante en Suisse et à l'étranger et compte désormais un peu plus de 900 titres au catalogue. Interrogée à propos de cette reconnaissance nouvelle acquise par le milieu du livre, Marlise Pietri confiait en 2011, lors de son passage de témoin, que les éditions Zoé avaient été finalement une suite d'actions motivées par une très grande passion de l'écrit qui, mises les unes derrière les autres, avait fini par donner vie à une maison d'édition respectée. Un message plein d'optimisme pour celles et ceux qui aujourd'hui s'engagent sur les chemins de traverse de l'édition avec pour seul moteur d'aimer la littérature. Désormais dirigée par Caroline Couteau, la maison rayonne en Suisse et à l'étranger, publie une vingtaine de titres par année et peut compter sur des titres bien représentés en librairie. De plus, un effort a été particulièrement mis sur la médiation culturelle, mais nous y reviendrons. Lorsque l'on sait tout ça, Christelle, y a-t-il une raison plutôt qu'une autre qui t'a poussé à choisir les éditions Zoé ? Alors d'abord, merci beaucoup pour cette introduction, super. Et ce qui m'a poussée à choisir cette maison plutôt qu'une autre, c'est vraiment les livres qui sont les premiers livres suisses que j'ai lus quand j'avais une quinzaine d'années au collège. J'avais un prof génial qui nous a fait sortir un petit peu des sentiers battus et j'ai eu la chance de découvrir un auteur qui s'appelle Adrien Pasquali, qui a écrit un texte bouleversant, Le pain de silence. Je ne l'ai pas relu depuis, mais je me souviens des émotions, elles sont restées intactes. Et suite à ça, un autre livre de chez Zoé qui s'appelle Le drame d'Olivier Cacchiari et qui m'a fait aussi un effet comme une petite bombe. C'est pas forcément représentatif de la ligne éditoriale aujourd'hui parce que c'est une pièce de théâtre, mais sinon c'est deux textes qui m'ont fait découvrir un certain type de littérature. Et suite à ça, j'ai eu l'occasion de lire des auteurs contemporains comme Max Lobé, qui m'a vraiment séduite par l'usage, la manière, son inventivité et ce qu'il fait avec les mots. Il y a vraiment quelque chose de très fort chez cet auteur. Et voilà, donc pour moi, ça a été, quand j'ai cherché un stage pendant mes études, c'était une évidence. J'ai absolument pas postulé ailleurs et voilà, je suis très contente d'y être encore. D'ailleurs, quel a été ton rôle au sein des éditions quand tu es arrivée ? Et quel est ton rôle actuellement ? Alors quand je suis arrivée, donc pendant mon stage, je faisais un peu des petites choses, mais aussi des choses intéressantes. Par exemple, écrire des communiqués de presse, enfin collaborer à l'écriture des communiqués, ce genre de choses. Et depuis quelques années, maintenant, je m'occupe avec une collègue de la lecture des manuscrits. Donc on en reçoit en moyenne 5 ou 6 par jour. On a de grandes piles et on essaye de se dégager des moments de lecture qui sont en général des demi-journées qu'on prend à l'extérieur du bureau, parce qu'au bureau, c'est toujours très animé. Comme ça, on peut se concentrer et donc voilà, je fais ça. Et en parallèle, je m'occupe de la presse en Suisse. Donc ça, c'est un travail très intéressant qui est autour de la promotion des livres. C'est fondamental d'accompagner nos livres à parution et même de préparer leur parution
pour que leur vie puisse être la meilleure et que nos livres puissent être lus. On a aussi tous plein de petites tâches à côté, des tâches qui consistent à déplacer des palettes, à compter des livres et ce genre de choses, mais tout ça est très varié et très agréable. Et pour en revenir à ton rôle de lectrice de manuscrits, je souhaitais savoir en fait qu'est-ce qui retenait ton attention lors d'une lecture. J'imagine que beaucoup d'auditeurs doivent se poser cette question. Vous recevez, je crois, quasiment 1000 exemplaires, 1000 manuscrits par année. Ouais, c'est une moyenne, on ne sait pas précisément, mais effectivement c'est environ 1000 par année et c'est chaque année un petit peu plus. Donc on a nos piles qui s'agrandissent et quand j'ouvre un manuscrit, en fait, je commence à lire comme dans une librairie où je commencerai à lire, à feuilleter un livre, voir si je croche. Enfin, feuilleter, là pour le coup, quand je lis un manuscrit, je ne le feuillette pas, mais je lis vraiment sérieusement les premières pages. Et des fois, je me laisse embarquer. 5 pages plus tard, je me dis, ah tiens, voilà, j'ai eu des images dans la tête, il y a une langue qui m'a plu. Enfin, c'est vraiment pas tant les choses, l'histoire racontée qui m'intéresse en général, mais beaucoup l'écriture. Et est-ce qu'une écriture va me surprendre? Est-ce qu'une tournure de phrase va m'interpeller? C'est vraiment ce genre de choses. Quand j'ai une réaction, en fait, face à ce que je suis en train de lire, c'est bon signe. Mais c'est pas toujours le cas. D'accord, et puis tu nous parlais tout à l'heure aussi de la diffusion et du relais presse en Suisse. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de connaître un petit peu l'avis de Zoé concernant le marché francophone. Je me demandais s'il y avait un syndrome de la petite maison d'édition suisse lorsqu'il s'agit de défendre un titre sur le marché francophone à Paris notamment. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses se jouent à Paris. Il y a plein de choses aussi qui se passent ailleurs, mais vraiment c'est le poumon du livre en francophonie. Et nous, pour que nos livres puissent exister dans les librairies en France, pas qu'à Paris d'ailleurs, il faut qu'on les fasse vivre. Donc c'est beaucoup ma directrice Caroline et mon collègue Yannick qui vont rencontrer des libraires, qui rencontrent énormément de journalistes, qui donnent envie, qui font connaître notre catalogue et qui donnent envie de lire nos livres afin que les professionnels puissent les lire. Et c'est quelque chose qui fonctionne parce qu'on a beaucoup d'auteurs invités à des salons en France. Là, on va avoir des auteurs invités à Lyon, d'autres à Montpellier. C'est des demandes, on travaille derrière, mais après, c'est des demandes qui arrivent aussi spontanément. Et c'est là qu'on se rend compte que ça fonctionne et que ça fait vraiment très plaisir. Ouais, effectivement, il me semblait que vous aviez réussi à percer cette carapace un petit peu hermétique du marché francophone avec les éditions Zoé. Ouais, de mon point de vue, qui n'est certainement pas celui de tout le monde, c'est pas si hermétique. C'est pas une vraie frontière. Moi, je me rends tous les jours en France pour aller poster des choses, etc. Et puis, on se rend même pas compte qu'on a changé de pays au final. Donc, ouais. Et puis, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu du décalage existant entre le silence qui accompagne la correction d'un manuscrit et justement ce bruit qui accompagne toute cette promotion du livre. Oui, alors effectivement, c'est un travail très très contrasté. Enfin, c'est plusieurs travails qui existent en un. C'est encore lecture et promotion, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est vrai qu'on doit avoir énormément de concentration de mon côté pour lire mes manuscrits et faire ça bien. Et du côté de Caroline Couteau pour travailler, reprendre ses textes, voilà, il faut évidemment une grande concentration pour faire ça. Et par ailleurs, avant même la parution des livres, on commence à faire autant de bruit que possible. Là, on vient de recevoir nos catalogues du deuxième semestre de 2022. Donc, on va commencer incessamment sous peu à parler des livres de la rentrée d'août, mais aussi déjà à parler de livres qui paraîtront en octobre et en novembre. Donc, c'est quelque chose qu'on prépare à l'avance, on prépare le terrain. Une fois que les livres paraissent, voilà, il faut on espère en tout cas que les journalistes aiment, qu'ils soient réactifs, que nos auteurs soient invités. Et puis, en termes de silence et bruit, il ne faut pas oublier les auteurs parce que c'est vrai qu'ils ont un métier extrêmement silencieux. C'est des auteurs, ils écrivent pour la plupart seuls et dans le silence. Et qu'ensuite, une fois le livre paru, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais il faut se mettre en scène aussi. Il faut répondre à des journalistes, il faut aller au téléjournal. Et ils font ça. Je me suis jamais retrouvée face à un mur quand j'ai des propositions comme ça. Ils sont partants et ils le font bien. Et voilà, donc eux aussi sont dans ce contraste silencieux et très très bruyant. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Et avant de s'attaquer à la deuxième partie de l'entretien, on va se retrouver sur une musique que tu as choisie de Clara Isé. Le monde s'est dédoublé de Clara Isé.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. C'était Clara Isé, Le monde s'est dédoublé. Et après ce magnifique moment de poésie sonore, nous sommes de retour avec Christelle Rauber des éditions Zoé pour poursuivre notre entretien. Et avant de s'attaquer à tes 2 propositions de lecture du mois, je voulais te demander une question toute bête. Qu'est-ce qui, dans ce monde agité, te délivre et te donne envie de te lever le matin ? Trouver la pépite dans ma pile de manuscrits, bien sûr. Maintenant que les présentations sont faites, je te propose désormais d'aller au cœur de notre entretien en t'invitant à nous présenter les 2 livres qui figurent au panthéon de ta bibliothèque personnelle. L'itinéraire promet d'être périlleux car, pour rappel, tu vas devoir me le présenter selon certaines contraintes, puisqu'il s'agit d'un jeu de pistes pour que nos auditeurs et auditrices enquêtent et découvrent ces 2 livres surprises sur la plateforme Livre-moi. Pour rappel, nous nous chargerons ensuite d'acheter les livres choisis auprès d'une librairie indépendante genevoise avant de les envoyer à nos abonnés. Pour ce faire, je vais te poser une première question plutôt difficile. Comment renommerais-tu le premier livre que tu as choisi et pourquoi ? Alors, après réflexion, je le renommerais Fiction croisée, parce que c'est 2 histoires qui sont intriquées, qui sont un peu la même mais pas complètement, et qui s'influencent l'une et l'autre. Ok, et quelle est donc son intrigue et pourquoi est-il essentiel à offrir ou à lire ? Alors son intrigue, c'est grosso modo l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent dans une bibliothèque à Chicago. Ils sont tous les 2 plongés dans leurs recherches respectives et à force de regards échangés, une connexion s'établit entre eux. Du coup, ils se retrouvent jour après jour à ces mêmes places alors même qu'ils ne se donnent pas rendez-vous.
Et de fil en aiguille, ils vont boire un café ensemble, ils vont dîner ensemble et une relation de couple s'établit entre eux. En soi, c'est un pitch qui n'est pas particulièrement original, mais ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, c'est la manière dont ce texte est raconté, dont il est écrit plutôt. Parce que le narrateur de cette histoire est aussi un auteur, il a écrit quelques livres, et lorsque sa compagne apprend ça, elle lui demande s'il serait d'accord d'écrire sur elle, et plus particulièrement sur les moments qu'ils partagent tous les deux. Lui se prend au jeu et il commence à écrire une sorte de carnet de bord où il raconte leur journée et il lui lit toujours en fin de journée ce qu'il a écrit. Le moment où ça dérape un peu et où ça devient intéressant, c'est quand il prend une liberté par rapport à leur vie. Et en fait, il prend de l'avance sur leur vie. Il commence à écrire un moment qu'ils n'ont pas encore vécu. Il raconte une soirée, il parle de leurs vêtements, il parle des sujets de conversation qu'ils vont aborder pendant le repas. Et le soir venu, les personnages se retrouvent, enfin tous les deux ont connaissance de ça, et ils se retrouvent à jouer en quelque sorte leur propre personnage dans cette histoire. Donc ça crée pour le lecteur un effet de perspective et de profondeur qui fait qu'on se questionne, c'est très intéressant. Et ensuite, le narrateur va encore plus loin en prenant davantage de liberté par rapport à leur vie. Et du coup, il y a un décalage immense qui se crée entre... Enfin, immense, pas immense, mais grand, quoi, important, qui se crée entre les deux. Et voilà, il essaye Enfin, leur vie n'est pas toujours toute rose et il essaye d'avoir des répercussions sur leur vraie vie en reprenant des passages du journal de bord. Enfin, ça crée tout un effet de perspective narrative super intéressant. Et voilà, donc à mon avis, c'est un texte... Qui est très bon. Qui est accessible. Oui, justement. Ouais. Je donne l'impression qu'il n'est pas du tout accessible en le racontant comme ça, mais la chose géniale chez cet auteur, c'est qu'il a une écriture extrêmement simple. Il donne l'impression qu'il fait les choses avec une simplicité déconcertante, alors qu'en fait, c'est vraiment un dispositif complexe. Et quand on lit, on n'est jamais perdu. On suit ça et on est un lecteur actif parce qu'on est obligé de se poser des questions, mais en même temps, on n'est pas perdu. Et voilà, c'est cette simplicité, c'est cette espèce de propos très terre-à-terre qui choisit au départ une relation de couple et qui sublime à travers la narration. Et en plus, c'est aussi une ode à la fiction, parce que comment la fiction peut augmenter la vie, c'est un peu le propos de ce texte. Donc je me disais que c'était intéressant d'en parler, de le proposer. Donc on ne se perd pas nécessairement dans l'entremêlement entre littérature et vie quotidienne. On ne se perd jamais. Enfin, vraiment on se questionne et les réponses ne sont pas données, mais on ne se perd pas. D'accord. Et parce qu'il est toujours important d'avoir le choix dans nos lectures, je voulais te proposer de nous parler du deuxième livre que tu avais choisi de nous présenter. De quelle thématique traite-t-il et que nous raconte-t-il sur la vie ? Alors, je commence par le raconter peut-être. C'est un texte qui est paru pour la première fois dans les années 30. C'est l'œuvre d'une autrice belge, grande féministe. Et c'est une histoire, le destin d'une femme qui vit dans une petite maison avec ses enfants en bas âge et surtout son mari qu'elle aime à la folie. Et donc cette vie est très simple, très heureuse, jusqu'au jour où cette femme découvre que son mari la trompe avec une autre femme. Donc là, on aurait les ingrédients réunis pour avoir un texte plein de pathos et de démonstrations psychologiques. Mais le tour de force, c'est que l'autrice arrive à contourner ça parfaitement. Son écriture reste toujours sobre. Elle a un regard sur ses personnages qui est vraiment très fin. Elle leur donne beaucoup d'ampleur, de profondeur. Et voilà, donc c'est assez brillant ce qu'elle arrive à faire. Et il y a des contrastes aussi qui m'ont beaucoup intéressée dans ce texte. Par exemple, la femme trompée, elle bouillonne à l'intérieur, elle souffre énormément. Il y a beaucoup de torture dans ce texte, mais en même temps, rien ne transparaît, mais elle a une manière extrêmement pragmatique de gérer la situation. Et à côté de ça, son mari, qui lui-même est malmené par son amante, n'arrive quant à lui pas du tout. Il s'épanche, il déborde d'émotions, il pleure même sur l'épaule de sa femme. Donc il y a un tragique décuplé dans ces scènes-là, mais en même temps, quand on adopte une position de lectrice un petit peu plus lointaine, il y a aussi une forme de burlesque qui émane de ça. Et voilà, c'est un texte très dur et qui bouleverse avant tout, mais il y a aussi des scènes comme ça où peut-être on respire un peu mieux.
Et si c'est un texte fondamental, je pense que c'est parce que c'est le genre de texte qui contribue à faire bouger les choses. Un texte comme ça dans les années 30 et encore aujourd'hui, il garde toute sa valeur, toute son actualité. Et comment aurais-tu souhaité le renommer si tu avais pu le renommer ? Je l'aurais renommé sobrement Un foyer. Un foyer, très bien. Donc tous ces livres sont à retrouver sur la page livre-moi.ch pour que nous puissions quand même remettre les titres sur les synopsis que tu proposes. Et je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps. Je voulais juste encore savoir si tu pouvais nous parler un petit peu des efforts consentis pour en revenir aux éditions Zoé, consentis à la médiation culturelle. Je voulais savoir à qui elle s'adressait et à quoi elle servait. Parce que je sais que vous faites pas mal de choses, vous allez dans les écoles. Alors ça, c'est ma collègue Sandy Monet qui a complètement fait exploser ce pan du métier, pour nous. Et on va beaucoup dans les écoles, mais c'est vraiment elle qui a développé ça. Elle est très en contact avec le DIP, avec le département d'instruction publique. Et ça consiste en plein de choses, en fait. Il y a plein de formes différentes. Mais elle organise et elle invente des ateliers avec des auteurs. Et c'est souvent des sessions, pas une session, mais ça peut durer plusieurs semaines. Et les élèves ont le temps, comme ça, de vraiment créer, de comprendre un texte, de vraiment s'imprégner d'un univers. Le cheminement d'un livre aussi, je crois, de sa parution. Oui, exactement. Ça, c'est une autre présentation qu'on fait. Ça, on fait tous. On a beaucoup de demandes. Du coup, on est obligé d'être plusieurs sur le coup, mais on se rend dans des cycles ou des collèges et on va parler à des jeunes de notre métier, parce que c'est vrai que, en tout cas personnellement, quand j'étais au collège ou au cycle, éditeur, c'est quelque chose qui me faisait fantasmer, mais je savais pas ce que c'était. Et voilà, je pense que c'est intéressant que les gens se rendent compte que ça peut donner des idées aussi en fin de collège. Je trouve que c'est super intéressant de parler de ça, vu que c'est un métier qui en englobe tellement. Et voilà, l'idée c'est de parler de ça, mais c'est aussi de faire lire de la littérature locale à des jeunes, simplement. Exactement. Et d'ailleurs, une question encore très personnelle avant de terminer notre entretien. Je voulais savoir qu'est-ce qui provoquait du coup la surprise ou la secousse lors de la première lecture d'un texte. Et est-ce que justement tu nous parlais tout à l'heure d'un professeur qui t'avait fait lire un texte au collège qui t'avait profondément touché. Pour quelle raison ? Est-ce que tu saurais peut-être un peu me décrire cette sensation qui t'a peut-être traversé, qui t'a donné envie de faire des lettres ton métier ? Je crois que j'aime bien, dans un premier temps, ne pas tout comprendre, que ce soit pas obscur, mais qu'il y ait des choses qui m'échappent et qui me donnent envie de creuser. Et c'est généralement, même quand je ne creuse pas forcément, le genre de texte qui me marque vraiment sur le long terme, comme des expériences. Mais c'est difficile d'identifier une chose en particulier qui me ferait un effet comme ça, mais je sais que j'aime énormément rire quand je lis. Ouais. Et souvent, c'est pas des romans particulièrement drôles. C'est par exemple Beckett, je crois que c'est lui qui m'a vraiment donné envie de travailler là, enfin de comprendre, d'essayer de comprendre. Et c'est ça aussi ce métier, c'est de lire des auteurs, d'essayer de les comprendre et pour pouvoir les accompagner au mieux. Donc ça t'est quand même déjà arrivé de ne pas dépasser 50 pages et de te dire que le roman était peut-être trop difficile, un petit peu pour rassurer nos jeunes lecteurs qui parfois butent devant des textes des fois trop compliqués. Ah, bien sûr. Je pense que... On peut arrêter un livre. Ah, oui, alors vraiment. Je vous recommande de ne pas continuer un livre que vous n'aimez pas parce que ça ne sert à rien. On peut vraiment jubiler en lisant, mais on peut aussi s'ennuyer à mourir. Voilà, écoute, je te remercie d'avoir partagé avec nous tous ces éléments. Tu voulais rajouter quelque chose de là ? Ouais, mais en tout cas, simplement te remercier et puis remercier Christelle. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de parler littérature avec toi, puis avec les invités que tu amènes ici à Vostok. Et puis décidément, ces jeux de pistes littéraires sont toujours aussi intrigants et donnent vraiment envie. Donc en tout cas, merci beaucoup Alexandre et puis merci beaucoup Christelle de t'être déplacée jusque dans nos studios aux Grottes. Merci à tous. C'était un plaisir et puis j'espère à bientôt. radiovostok.ch